Je suis heureux qu'il n'y ait pas d'école parfaite, où que ce soit, parce que cette aspiration à la perfection est très orientée vers la mort. C'est quelque chose que la plupart des gens n'ont pas compris. La nature de la vie n'est jamais parfaite. Seule la mort est parfaite. Jamais la mort ne s'est produite de façon imparfaite. Jamais la vie ne s'est passée de façon parfaite. Si l'école concerne la vie, alors il n'y a pas d'école parfaite. On s'éloigne aujourd'hui encore un peu de notre chère Méditerranée pour s'intéresser à un autre berceau civilisationnel, l'Inde. Avant de parler du système éducatif classique de l'Inde, toujours d'actualité chez les traditionalistes, un peu de contexte historique s'impose. L'Inde est très compliquée à appréhender, de par sa diversité, autant culturelle que génétique, de son histoire mouvementée et de sa philosophie particulière. Beaucoup plus contemplative et beaucoup moins utilitariste que la nôtre, n'oublions pas que c'est le pays qui a vu naître Bouddha. Ce sous-continent très fertile est un carrefour des civilisations. De multiples ethnies la composent depuis plusieurs millénaires. Elles ne sont pas égales, ni dans les proportions, ni en droit, et n'ont pas les mêmes cultures. Et nous n'évoquerons pas ici ni la période du sultanat moghol, ni l'ère bouddhiste, car ces traditions n'ont finalement pas su s'imposer, ont été repoussées aux frontières et réduites à des minorités. Ce que nous évoquerons en revanche, ce sont les deux peuples majoritaires et ancestraux de l'Inde. Les Dravidiens, au sud, originaires de Mésopotamie, ont pris la place des chasseurs-cueilleurs aborigènes locaux, depuis déjà 12 000 ans. Et les Aryens, au nord, arrivés des abords de la mer Caspienne il y a 4000 ans, et ayant progressivement conquis et soumis le reste de l'Inde. Les Aryens ont ensuite érigé une société très rigide de castes, basée sur les textes du Veda afin d'asseoir leur pouvoir. Aujourd'hui, c'est toujours ce système de castes qui existe en Inde, malgré les tentatives multiples de transformation, voire d'abolition, que ce soit par Bouddha, les sultans musulmans ou même Gandhi. Ce sont eux qui nous intéressent aujourd'hui. Ces castes sont au nombre de 4 dans le Veda et représentent les parties du corps de l'être suprême qui est un tout, dont les 3 premières sont dites pures et la 4e métissée. Les brahmanes, en sanskrit, celui qui fait croître et fortifie, en sont la bouche d'où sort la parole. C'est la caste des prêtres, des gourous et des scientifiques, ainsi que de tout métier hautement intellectuel et spirituel, dont les études leur sont souvent réservées. Pour la quasi-totalité, ils sont officiellement sous le seuil de pauvreté, car tournés vers l'esprit plutôt que la matière. C'est grâce à leur mode de vie tourné entièrement vers l'étude, très tôt dans l'histoire humaine, qu'on leur doit le zéro, les nombres dits arabes, le système décimal, pi, l'algèbre, énormément de connaissances médicales par l'Ayurveda, la majorité des instruments de géométrie, les échecs et beaucoup d'autres inventions. Les kshatriyas, en sanskrit ceux qui ont le pouvoir temporel, sont les bras armés de la société. Ce sont les guerriers, nobles et administrateurs. Le raja, qui partage la même racine que le latin rex, en fait partie. Les vaishyas sont les cuisses actives des artisans, commerçants, hommes d'affaires, agriculteurs et éleveurs. Les Shudras, qui en sont les pieds, ils sont les Aryens métissés, représentent plus de la moitié de la population et servent les 3 autres castes. Tout ce qui sort de ces 4 castes, donc sans origine aryenne, est jugé intouchable et est mis au banc de la société. Aucune valeur n'est accordée à leur vie, ils ne disposent d'aucun droit et ne peuvent pratiquer que les métiers dits impurs, bien que cela tend aujourd'hui à changer. À noter, les Roms en sont des descendants, ayant migré il y a un millénaire suite à l'invasion de l'Uttar Pradesh. Après ce long mais nécessaire tunnel,
Nous pouvons donc aborder l'éducation védique, qui ne concerne d'abord que les brahmanes, puis plus tard les deux autres castes dites pures. La base de l'éducation indienne se trouve dans les Védas et leur philosophie. Le védisme considère la vie comme un chemin en 4 étapes, l'ashrama, dans lesquelles l'apprentissage et le développement personnel, aussi bien matériel que spirituel, tiennent une place très importante. C'est leur chemin d'accomplissement et de plénitude. L'honneur et la morale y sont les valeurs de premier plan. On attend énormément de rigueur des élèves, car il leur incombe de perpétuer la culture et la tradition héritée de leurs ancêtres. Les enfants, aux âges respectifs de 6, 11 et 12 ans, suivant l'ordre des castes, accomplissent l'Upanayana, rite initiatique au cours duquel ils rendent grâce à Agni, dieu solaire du feu sacrificiel et du foyer, et reçoivent leur cordon sacré, symbole du début de leur ashrama par la première des 4 étapes de leur vie, le Brahmacharya. Ils partent ensuite vivre dans la maison de leur gourou, la Gurukala, en petit comité, qu'ils serviront 12 ans en échange d'une éducation et d'un enseignement. La vie y est rigoureuse et ascétique. Loin de la ville et de ses influences, ils écoutent les enseignements dans la nature, au pied d'un arbre. L'enseignement du gourou se veut holistique, afin de faire de ses étudiants des hommes accomplis. Au programme, éducation civique et morale, études philosophiques, culturelles, astronomiques et scientifiques, linguistiques et rhétoriques avec le sanskrit, complétées par un apprentissage professionnel d'une part, en lien avec la caste de l'élève, et par un développement spirituel d'autre part, avec l'art, la musique, la danse et la répétition chantée de mantras sacrés. Les Indiens rejettent la mémorisation inintelligente de données brutes. Ici, l'apprentissage est vécu. La pratique y a une place très importante, ainsi que l'exemple, par le mode de vie même du gourou. Contrairement à la plupart des civilisations de l'époque, l'accent n'est pas mis sur le recopiage de textes. Bien sûr, la grammaire du sanskrit est vue, mais l'essentiel des cours se feront de manière orale. L'élève écoute, pose des questions et médite. Régulièrement, les élèves de plusieurs gourous se réunissent en séminaire, durant lesquels ils se défient les uns les autres en joutes rhétoriques. Le gourou, de gu, obscurité et ru, lumière, il est donc la lumière qui dissipe l'obscurité, est généralement un vieux brahmane, déjà grand-père, mais peut, tant que sa pureté et sa sagesse ont été reconnues par ses pairs, être issu d'autres castes, et même des intouchables, comme le gourou Ravidas. Il est déjà à l'âge où on se retire du monde matériel pour se consacrer au spirituel, à l'étude et à l'enseignement. Il ne prend que très peu d'élèves, avec lesquels il tissera des liens très forts, voire familiaux. Cet héritage plurimillénaire persiste encore aujourd'hui. Et bien qu'il existe peu de traces écrites des élèves à travers l'histoire, nous avons toujours aujourd'hui la possibilité de pouvoir découvrir un mode d'éducation antique. Merci à Kiran Vyas pour ses travaux, ainsi qu'aux Nouvelles Revues de l'Inde de les avoir partagés. C'est d'ailleurs un magazine que je vous conseille si vous voulez en savoir plus sur l'Inde et ses traditions. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à laisser un pouce bleu, à partager et à vous abonner.